et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. C'est toujours moi qui fais tout. Tu ne m'écoutes jamais. Avouez que vous avez tous dit ces phrases au moins une fois à votre partenaire de vie. Élodie Crépel est coach et médiatrice familiale, entre autres. Aujourd'hui, elle nous donne les clés pour mieux communiquer au sein de son couple et nous montre que, si les deux conjoints ont envie que ça s'arrange, alors il y a toujours une solution. Rien n'est voué à l'échec. Vous pouvez retrouver Élodie sur son site ou ses réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description du podcast. J'espère que cet épisode vous aidera et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Élodie et merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode d'Espérance où on va parler de communication au sein du couple et de la famille. Je suis très heureuse de pouvoir t'accueillir parce que je sais que tu as beaucoup de savoir et d'outils à nous partager sur ces sujets. Donc dans un premier temps, je vais te laisser expliquer un petit peu aux auditeurs ce que tu fais aujourd'hui et puis quel a été ton parcours. Déjà, bonjour aussi à toi et merci beaucoup de cette invitation. C'est toujours très flatteur d'être invitée comme ça dans un podcast. Alors moi, c'est Élodie. C'est vrai que je deviens de plus en plus visible sur la sphère d'Internet et des réseaux sociaux. Mais il faut savoir que je suis dans le domaine de l'accompagnement maintenant depuis 11 ans, 12 ans, je ne sais plus. Voilà, j'ai commencé en fait en qualité d'assistante sociale. Donc au départ, moi je viens du milieu du social, pas du tout d'Internet. Et je crois que j'ai d'ailleurs gardé finalement cette vision-là dans mon métier de tous les jours. J'ai exercé ce joli métier pendant des années et notamment en fait en inter-entreprise où j'intervenais pour les risques psychosociaux, pour les risques de suicide en entreprise, du burn-out professionnel, tout ça. Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte, si tu veux, que la sphère familiale avait un fort retentissement sur la sphère professionnelle et qu'il était impensable de dire en général qu'il faut séparer, les deux. C'est juste pas possible, en fait. Le professionnel a des impacts sur le familial, sur le personnel, et le personnel sur le professionnel. Et là, je me suis dit, j'ai pas forcément les outils adaptés. J'ai commencé du coup des études de psycho en parallèle de mon travail. Et en fait, au final, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me manque et qu'on n'apprend pas à l'université. Ce sont des outils très concrets, en fait, en communication. Parce que j'ai réalisé que, en fait, le principal problème, ce sont les conflits. Les conflits dans la famille, les conflits dans le couple, les conflits au travail. Et que même si les gens te balayent ça, tu sais, du revers de la main, du style mais c'est pas grave, rebondis, enfin, ne te prends pas la tête pour ça. Et bien, au final, ça prend beaucoup, bref, on peut dire même ça bouffe beaucoup d'énergie, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis formée à la médiation familiale, en fait. Et après, moi, j'ai 3 enfants aujourd'hui. Donc, du coup, les choses ont changé parce que j'ai suivi mon mari qui a été muté, tout ça. Donc, alors que j'ai commencé à me lancer en libéral là où j'étais. Donc, l'un dans l'autre, en fait, je me suis retrouvée dans une autre région avec mes enfants. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même continuer mon métier, mais je ne savais pas trop comment parce que, il fallait être quand même disponible pour les enfants. Et en fait, j'avais envie, mais alors très naturellement et presque naïvement, j'ai envie de dire, de partager mes connaissances via un site, via un blog, tu vois. Et très vite, ça a pris une ampleur où en fait les gens étaient en demande. Et je me suis dit, c'est vrai que, il y a clairement une demande d'aussi d'être accompagné à distance parce que c'est compliqué parfois de libérer du temps. Et puis surtout, il y avait des mamans comme moi qui avaient des jeunes enfants et qui n'avaient pas forcément des modes de garde.
Et pour autant, ces gens-là, on ne peut pas leur dire tant pis pour toi, on ne peut pas t'aider. Voilà. Puis il y a des personnes sinon qui avaient des maladies aussi ou qui avaient des handicaps. Et dans la médiation, je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas évident toujours de réunir des personnes en conflit dans la même pièce, tu vois. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser l'outil Internet? Et tout a commencé comme ça. Donc, après, je me suis formée au coaching et à la PNL et à d'autres choses encore. Et aujourd'hui, j'ai plutôt une spécialisation pour accompagner les personnes hypersensibles et ou au potentiel, puisque je me suis aussi formée plutôt là-dedans, en fait, tout simplement. Mais après, je crois que quand même, la médiation reste très importante pour moi parce qu'en fait, ce sont des outils que j'utilise dans tous mes accompagnements, finalement. Ouais, c'est quelque chose de très important, peu importe la sphère où on est, la situation dans laquelle on est. Je reviens juste sur une petite chose pour les auditeurs qui seraient intéressés. Donc, bien sûr, vous pouvez aller voir le site d'Elodie sur tout ce qui est hypersensibilité. Mais j'ai enregistré un podcast il y a 3 semaines, je crois, avec Catherine Testa sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter aussi. Donc, super parcours. C'est vrai qu'on voit quand même cette volonté d'aider les autres, en fait, du début à aujourd'hui. Donc, c'est Tu super sais, intéressant. moi, j'ai commencé par le bénévolat. Je me rappellerai toujours. J'avais 14 ans et j'étais allée à la Croix-Rouge. Si Monsieur Rivière passe un jour par là, sait-on jamais, je lui fais un gros coucou parce qu'en fait, je suis arrivée dans son bureau en lui disant, je veux faire du bénévolat. Il me disait, mais tu n'as pas le droit, en fait, sans l'autorisation de tes parents, parce que tu n'as pas 16 ans et on peut pas, on n'a rien à te faire. Tu étais trop jeune, en fait. On peut pas. Je dis, mais en fait, moi, je le veux. Et du coup, j'étais tellement insistante et je lui ai dit, je ne sortirai pas de votre bureau. Moi, j'ai du temps, en fait, dans ma semaine et je veux faire du bénévolat. Et du coup, il a demandé, je me rappelle, l'autorisation à Paris, au pôle, en fait, de la Croix-Rouge France. Faire, mais ça s'est jamais fait. Comment on fait, en fait? Et ça a du sens parce que si tu demandes, tu vois, à ma mère, elle te dira qu'en fait, depuis toute petite, moi, j'aide mes copines à tout le temps, tu vois. Donc, c'était ça qui m'intéressait à l'école. Moi, je m'en foutais des cours, tout ça, c'était pas très. C'était plutôt régler les conflits, tu vois. Après, je pense que ça vient pas de rien. Moi, mes parents étaient en gros conflit. Ils ont divorcé. Alors, effectivement, l'œil d'adulte que j'ai maintenant comprend que c'était pas qu'une question de communication pour le coup. Mais quand j'étais enfant, j'avais, tu sais, comment dire, cet enthousiasme à croire que tout est possible encore. Et du coup, je me dis, mais pourquoi ils n'arrivent pas à parler calmement? Pourquoi ils s'énervent? Enfin, je pense que ça vient aussi de là, tu sais, quelque chose, une volonté de changer des choses qu'on n'avait pas pu faire enfant finalement. Ouais, c'est sûr. Oui, non, après, c'est sûr que des fois, c'est pas que la communication, mais il y a quand même beaucoup de conflits où rien que le fait de savoir communiquer avec l'autre, ça peut résoudre quand même beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, je sais que tu as fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, donc si jamais il y a des personnes qui veulent plus de détails, ils peuvent y aller, mais est-ce que c'est que la médiation familiale? Oui, totalement. Alors déjà, c'est pas connu en France. Ça vient d'outre-Atlantique en fait, aux États-Unis, au Québec. Alors historiquement, pour resituer, au départ, alors ça s'est cantonné et aujourd'hui on croit encore que c'est cantonné à ça, mais pas du tout au divorce. C'est-à-dire qu'au départ, les avocats, en fait, se rendaient compte que c'était terrible. Et surtout, tu vois, quand il y a des enfants où les enfants sont tiraillés et sont même instrumentalisés par les parents. Non pas que ce sont des mauvais parents. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que souvent, on se dit oh là là, mais ça ne peut pas me concerner, moi, je ne ferai jamais ça. Sauf qu'en fait, quand on est en souffrance, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Tu vois, des phrases qu'on peut dire à nos enfants et parce qu'on est juste en souffrance. Donc, c'est pas des mauvais parents. Mais du coup, ces avocats, en fait, ils se rendaient bien compte que c'était compliqué parce qu'en fait, c'était des procès sur procès sur procès. Ça rallongeait. On sait très bien qu'aujourd'hui, la machine judiciaire, elle est un peu bouchée. Donc, en fait, si on pouvait régler certaines situations facilement, c'est dommage de ne pas le faire. Et donc, les premiers avocats se sont formés en fait à la médiation. Et au départ, c'était pour résoudre ces conflits-là et trouver un accord finalement entre les deux parties. Parce qu'on se rendait bien compte qu'en fait, ils se faisaient la guerre juste parce qu'ils souffraient et que ça prenait du temps, ça prenait de l'argent, vraiment aucun intérêt. Et donc, ils ont commencé à se former là-dessus. Le souci, en fait, c'est que c'est très compliqué d'être médiateur et avocat d'une partie, d'une personne. Parce que le principe de médiateur, c'est qu'il doit être totalement neutre et impartial. Alors même que si tu as des intérêts financiers à défendre ton client, tu ne peux pas être neutre et impartial. Donc, du coup, ils ont commencé à se former, mais à défendre des situations, à accompagner, on va dire, des situations qu'ils ne défendaient pas, tu vois. Et petit à petit, le métier de médiateur, s'est créé. Et donc, la médiation, on va dire que c'est un processus
de construction, de reconstruction de liens sociaux, de liens familiales, pardon. Mais c'est vrai qu'avant être familial, c'est social. Parce que le but étant de redonner l'autonomie et la responsabilité aux personnes. C'est-à-dire que la communication, c'est ça. C'est-à-dire le médiateur, il est là juste pour aider, pour fluidifier en fait la communication. Donc on n'est pas là seulement en cas de rupture ou de séparation. On peut très bien accompagner des couples qui n'arrivent plus à communiquer, qui ne sont pas dans l'envie de se séparer, mais en fait, comme ça ne se passe pas bien, bah, ils n'ont pas envie forcément de faire une thérapie qui est totalement différente. Par exemple, un thérapeute de couple, il va creuser un peu dans le passé, tu sais, ils vont l'accompagner d'un point de vue psychologique. Alors même si en tant que médiateur, on a vraiment une lourde partie psycho, nous, on ne va pas creuser là-dedans. Tu vois, comme j'imagine, tu vois une maison, tu vois, ton passé, tout ça, c'est un peu la cave, tu vois. Nous, on ne descend pas dans la cave. Nous, on va rester vraiment en haut et on va juste donner, en fait, concrètement des outils et aider à fluidifier, voilà, cette communication. Mais le but, encore une fois, c'est quoi? Qu'il y ait, allez, un maximum 5-6 séances en général. Bon, c'est rarement plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où il ne reviendra pas parce qu'il y a des situations où on est plus fatigué ou des thématiques où c'est plus délicat, en fait, et on a besoin d'un tiers impartial pour refluidifier tout ça. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, dans ton expérience, en tout cas, le genre de... Est-ce que tu as des situations qui concernent vraiment beaucoup de monde? Est-ce qu'il y a une partie des personnes qui viennent te voir où c'est une problématique récurrente que tu vois, ou c'est vraiment tout le temps différent? Je crois qu'il y a quelque chose qui revient souvent. C'est l'incompréhension. En fait, le profil type, c'est quand même un couple avec des enfants. Alors, je tiens vraiment à préciser que l'enfant n'est pas le problème en soi, mais il va révéler un problème qui existait déjà. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un enfant, il y a une fatigue générée parce que les responsabilités augmentent, qu'on a moins de temps pour soi, donc moins de temps aussi pour le couple, donc on a moins de temps à passer ensemble et donc moins de temps de complicité. Et c'est ça qui quand même fait le fondement d'un couple et d'ailleurs de toute relation, c'est la complicité positive, tu vois. Et le poids des responsabilités de la charge mentale fait qu'on va être un peu plus avec la fatigue, tu vois, un peu plus piquant avec son ou sa partenaire. Ouais. Et là arrive un moment où effectivement, si déjà la communication dans le couple n'était pas solide, bah là, en fait, et c'est ce que je retrouve toujours en médiation, toujours les mêmes remarques, c'est il ou elle, hein, bien sûr c'est indépendamment du genre, n'arrête pas de me faire des remarques. Il ou elle n'est jamais content. Il ou elle ne comprend pas moi ce que je vis, tu vois. Et en fait, le souci, et alors là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime bien utiliser cette métaphore, si tu veux, dans le couple, c'est que c'est une équipe. Ils sont censés être une équipe. Le problème, c'est que là, en fait, ça devient deux équipes qui veulent, en fait, marquer contre leur camp. Ouais. Tu vois? Parce qu'en fait, ils essayent d'avoir chacun raison. Si, dans une communication avec quelqu'un qu'on aime, on essaye toujours d'avoir raison, en fait, on est en train de tuer la relation. Et ça, c'est toujours la même chose. Et donc, en fait, ma principale mission, c'est de leur faire comprendre ça. Alors que si finalement, ils sont dans l'empathie, dans le regard de l'autre, et ben, ça peut changer la donne. Alors bien sûr, le but n'est pas de s'oublier soi-même. Et alors ça, c'est souvent ce qui se passe. Et c'est pour ça souvent qu'ils en arrivent à un moment donné presque à la séparation. C'est parce qu'en fait, il y en a un des deux, voire les deux, hein, on s'en rend pas toujours compte, mais qui a pris sur lui. C'est pas que c'est grave, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est d'allumer le feu de la cocotte encore et encore et encore, et le couvercle à un moment donné, il pète, quoi. Et là, c'est presque pas trop tard, mais c'est plus difficile, parce qu'il y en a eu trop, et que le problème, c'est que il y a une perte de confiance dans le partenaire. C'est que presque à un moment donné, l'autre n'a plus confiance. Et là, en tant que médiateur, c'est-à-dire que c'est plus la problématique de communication va au-delà. Il faut en fait leur réapprendre à se faire confiance. Donc ça va être un peu plus long, mais c'est pas impossible. Moi, je dis toujours, si les deux sont moteurs dans la médiation, tout est possible. Ouais, c'est ça, il faut que les deux participent. Ce que tu as dit, ça me fait penser à une phrase qu'on utilise beaucoup en naturopathie, qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc à la base, c'est au niveau vraiment des pathologies. Mais là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à force de ne pas dire, bah, ça s'imprime en soi. Et puis après, ça explose, quoi. Mais c'est pas rare en plus. Et ça, c'est une phrase, mais je pense que tout le monde la connaît. C'est de toute façon, tu m'écoutes pas. Ouais.
Oui, Tu je vois? connais, je confirme. Voilà, et ben voilà, et ben c'est tout le souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment, et en fait, c'est ce que je dis, ne vous inquiétez pas quand quelqu'un vous dit ça. Inquiétez-vous quand il ne le dit plus. Parce que ça veut dire qu'en fait, il a vraiment fait le deuil que ça soit possible. D'accord. Tant que la personne s'énerve, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Et moi, je travaille beaucoup avec les émotions en médiation, mais même dans tout. Les émotions, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est le centre, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, en fait. C'est vraiment très, très important, enfin, même des êtres vivants, mais c'est le cœur de tout, en fait, les émotions. C'est vraiment très important. Mais tant qu'il y a de l'émotion, tant qu'il y a de la colère qui s'exprime, il y a de l'espoir, en fait. Ouais. Alors, je parle de colère et pas de violence. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. Bien On ne sûr. peut pas faire de médiation quand, par exemple, il y a de la violence conjugale. Ça, je tiens vraiment à le dire parce qu'en fait, ça, vraiment, enfin, en formation de médiation, ça, on nous le dit, hein. La médiation, c'est entre deux personnes, en fait, d'égal à égal. Mm. Du moment où il y a de la violence conjugale, on n'est plus d'égal à un égal. Ça veut dire qu'il y a un dominant et un dominé. Ça ne peut pas fonctionner. Hein, aucune communication non violente, enfin la CNV, tout ça, ça ne peut pas fonctionner quand il y a de la domination. Ouais. C'est parce que sinon, on rentre dans la manipulation. Et le médiateur doit être très attentif à ne jamais, jamais être instrumentalisé là-dedans. Oui, bien sûr. Non, merci, c'est important de le dire, effectivement. Dans ce que tu dis, je comprends que, alors que ce soit dans le couple ou dans la famille plus généralement, globalement, est-ce que tu dirais qu'il y a une majorité des situations qui ne sont pas, comment dire, irréversibles, condamnées? Est-ce qu'il y a quand même une majorité des situations, si jamais l'ensemble des parties le veulent, qui peuvent s'arranger, même si c'est un conflit qui dure depuis un petit moment? Totalement. En fait, le souci, en général, c'est qu'il y en a un des deux qui veut utiliser la médiation à son avantage, sans prendre en considération que l'autre n'en est pas là. C'est vrai, c'est souvent la femme qui va être actrice de la prise de rendez-vous pour la médiation. Sauf que, est-ce que le partenaire est vraiment motivé? Tu vois? Et ça, c'est un vrai souci. Parce que c'est ce que je leur dis. Si il ne veut pas aller en médiation, ou si c'est parce que c'est sous la menace, la contrainte de sinon on va séparer, enfin voilà ce genre de choses. Ce que je comprends bien, parce qu'encore une fois, c'est sous les coups des émotions, bien entendu, ça ne peut pas fonctionner. Je veux dire, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ça ne veut pas dire qu'en cours de médiation, il ne va pas y avoir un déclic d'une certaine manière, parce que parfois les hommes, au départ, ils sont... On n'est pas dans une culture, tu sais, dans cette culture sexiste, les hommes, c'est difficile pour eux de parler de leurs émotions, de parler de leurs sentiments. Malheureusement, les petits garçons, on les éduque pas comme ça. Et j'espère que ça va changer. Et j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast s'en rendent compte qu'il faut que ça change. Parce que, en fait, les émotions, c'est indépendamment du genre. On en a tous et toutes, du coup. Et ça, c'est important parce qu'en fait, une fois adulte, c'est un gros travail en fait pour moi d'aider l'homme à mettre des mots sur ses émotions. La femme, depuis toute jeune, on le voit dans la cour des écoles, qu'est-ce qu'elles font les petites filles? Elles parlent entre elles, elles parlent beaucoup, elles se confient. Donc ça, c'est une compétence qu'elles développent. Les petits garçons, dès qu'ils pleurent, c'est une tape dans le dos. Allez, ça va, allez, fais pas la fillette. Ah voilà, alors là, voilà. Tu vois, il apprend pas. Donc forcément qu'une fois adulte, la femme, elle est face à un homme, elle essaye de communiquer, elle ne comprend pas, elle se dit que forcément, c'est qu'il veut pas, mais en fait, c'est qu'il ne peut pas et lui-même ne le réalise pas. Et ça, c'est pas évident à rattraper en médiation. Donc parfois, il y a un déclic et parfois non. Parfois, c'est trop douloureux pour un homme. Et c'est pour ça que parfois, ils sont... Je dis beaucoup parfois, mais parce que je ne veux pas faire de généralité. Bien sûr, bien sûr. Ils sont dans la passivité. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne vont pas être acteurs de la médiation, ils vont attendre que ça passe, ils vont espérer que le conflit passe, mais en fait, ça ne passera pas. Ça va juste augmenter, en fait, ça va juste distendre le lien, en fait, entre les deux. Donc, voilà. Les situations où ça ne peut pas fonctionner, comme je te disais, donc c'est quand il y a des violences, hein. Quand il y a un des deux qui veut instrumentaliser la médiation, comme dans les cas de perversion narcissique ou des trucs comme ça, donc tout ce qui est comme ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner quand il y en a un des deux qui va rester dans la passivité, qui va juste être là au rendez-vous pour être là, manière de dire je suis là, ça ne fonctionnera jamais. Par contre, vraiment, et ça c'est, si les deux sont volontaires, ça fonctionne toujours. Même s'il y a eu le pire du pire. Moi, je me rappelle d'avoir accompagné un couple où il y a eu énormément d'infidélité, énormément de mensonges. Quand ils sont arrivés, je me suis dit,
Je sais pas trop. Enfin, en fait, en plus, ils étaient arrivés, tu vois, en me disant, on veut se séparer. Donc, effectivement, moi, je peux aider à la séparation en tant que médiatrice. Je peux les aider à faire un écrit pour les juges. En fait, on est habilité en tant que médiatrice à faire ça. Il y avait des choses, je sentais qu'il y avait des non-dits et tout. En plus, il y avait vraiment une incompréhension sur le plan sexuel. Alors ça aussi, en tant que médiateur, il faut vraiment comprendre, et c'est normal, que la sexualité fait intégralement partie du couple. Et quand on parle sexualité, c'est intéressant de voir très largement. C'est-à-dire qu'en fait, là, on rentre dans l'intimité du couple, mais en fait, chaque couple a sa propre sexualité ou non-sexualité qui fait aussi partie finalement de la sexualité du couple, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Et au final, ce couple, sont toujours ensemble et tout se passe bien parce qu'ils avaient envie de rester ensemble. Ouais. Au final, ils en avaient très envie. Donc, ça fonctionne. Non, c'est super. C'est vrai que la sexualité, c'est un gros sujet. Et c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, et vraiment quand en fait on se construit sa sexualité aussi, quand on est jeune, on voit tellement de trucs, de normes, de oui, si vous ne le faites pas 3 fois par semaine, c'est que vous n'êtes pas un couple normal, que des trucs comme ça. Et du coup, oui, c'est vrai. Mais tu sais qu'en médiation, on l'a déjà sorti, il y a déjà eu, en fait, entre l'homme et la femme, alors c'est souvent des couples hétérosexuels, hein, mais que moi j'ai accompagné, mais en fait, la médiation concerne absolument tous les couples, bien sûr. Mais il y en a souvent un des deux qui fait non, mais en plus, on ne fait l'amour qu'une fois. Il y a toujours des remarques comme ça qui sortent. Et c'est très intéressant de faire le lien, je trouve, entre le blocage émotionnel et la sexualité. Moi, je remarque beaucoup que les hommes, pour le coup, encore une fois, dans le sexisme ordinaire de cette société, que les hommes instrumentalisent le sexe comme une preuve d'amour. Alors que, en fait, c'est juste parce qu'ils n'ont pas accès, en fait, à leurs émotions, ils n'arrivent pas à parler au niveau de leurs émotions. Du coup, tout ce qui compte presque pour certains, c'est vraiment la relation sexuelle. Et du coup, certains sont réellement en souffrance si les envies et les besoins ne sont pas partagés. Comme si finalement, et j'en ai eu beaucoup d'hommes qui me disent, mais elle ne m'aime pas. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle ne vous aime pas? Et là, alors c'est pas évident de libérer la parole là-dessus, mais souvent ce qui arrive, c'est, elle veut jamais faire l'amour. Ouais. On mélange, il y a ce mélange un peu, tu vois. Mais ils sont vraiment en souffrance parce qu'en fait, ils pensent vraiment qu'effectivement, c'est une preuve d'amour. Tu vois, et que c'est la seule en fait qui leur parle. Donc ça c'est aussi important parce que le consentement c'est quand même la base de tout couple, hein, on est d'accord. Et ça c'est pas évident aussi à faire prendre en considération petit à petit. Mais c'est vraiment très intéressant parce que justement dans les outils de la CNV, tu sais, il y a la reformulation. En tout cas, c'est un outil clé du médiateur, puisque si le but c'est pas de prendre la parole pour l'autre, c'est vraiment en fait de leur faire entendre ce qu'ils sont en train eux-mêmes de dire, parce qu'on réalise pas toujours ce qu'on dit en fait. Donc, en reformulant, je fais entendre à la personne qui parle ce qu'elle est en train de dire, mais en plus, je lui demande de repréciser derrière. Et donc, l'autre l'entend différemment, puisque c'est moi qui ai repris avec d'autres mots, tu vois. Donc, comme ça, la communication, la parole circule. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on voit qu'on est en train de se disputer avec son conjoint, sa mère, j'en sais rien, de dire, quand tu dis ça, ce que je comprends que tu dis, c'est que tu dis ça, pour lui faire prendre conscience. Totalement. Alors, c'est un outil très utile pour ne pas prendre aussi les choses personnellement. Ce qui est très compliqué lorsqu'on est mêlé dans le conflit. C'est-à-dire que moi, en tant que médiatrice, c'est très facile de le faire. Je ne suis pas dans le conflit, donc forcément, reformuler, c'est très facile. Mais ça, ce n'est pas évident à faire. Et j'encourage souvent les gens à dire, quand quelqu'un s'énerve contre vous, est-ce qu'il s'énerve vraiment contre vous? Ou est-ce qu'il s'énerve tout court? Parce qu'on a le droit de s'énerver tout court. Le souci, c'est que, tu l'as dit au début du podcast, c'est vrai que la communication, c'est hyper important. Et pour autant, on ne nous apprend pas du tout à communiquer. Je veux dire, il n'y a pas de cours de communication, tu vois, quand on est enfant. Hein. Et pourtant, c'est la base de toutes les relations sociales. C'est juste incroyable. Donc, ça peut être très intéressant, effectivement, de se dire, bon, la personne, elle s'énerve et effectivement, elle utilise ce qu'on appelle le tu qui tue, hein, tu sais, le fameux tu n'as pas fait ça, tu as fait ça, tu fais toujours ça, Bon, voilà. Et le toujours et le jamais. Ouais, alors, mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas communiquer et que c'est très compliqué parce qu'on voit la communication comme, encore une fois, sur un ring de boxe. En fait, soit je perds, soit je gagne. Mais en fait, si je gagne, il faut bien se dire ça dans la communication, c'est que si tu gagnes, c'est que tu as perdu, en fait. Dans tous les cas. Parce que si tu gagnes contre quelqu'un que tu aimes, est-ce que finalement, tu n'as pas perdu plus? Tu vois? Donc, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que il ne faut pas le voir comme, effectivement, comme un combat. Il faut vraiment le voir comme un partenariat.
Donc, en disant le tu, bah, c'est une agression, mais ça, c'est compliqué. Donc, quand on est agacé, on va avoir des réflexes comme ça, de communication qu'on a vus à la télé, quand on était jeune, dans notre quotidien. Il suffit de voir dans la rue comment les gens communiquent. Bon, c'est pas toujours très positif, tu vois. C'est pas avec beaucoup d'empathie et d'amour. Ouais. Mais si déjà soi-même, et ça c'est la magie de la CNV, si soi-même on arrive à être dans une posture d'observation déjà, et d'empathie, parce que finalement c'est ça la communication, c'est de parler de cœur à cœur entre deux êtres, voilà. Et si on voit bien que l'autre en fait nous aime, mais est agacé, et on se dit ok, c'est peut-être pas le moment au moins d'en rajouter. Si j'arrive à prendre du recul, à voir que c'est pas moi en fait, c'est peut-être parce qu'il a passé ou elle a passé une journée difficile, que cette personne est à bout, et qu'effectivement là c'est compliqué pour cette personne. Alors, ok, je n'ai pas à faire punching ball. Par contre, attention, parce que souvent, quand j'explique la CNV, les gens se mettent vraiment dans le rôle d'un punching ball. Mais non, il faut vraiment pas. En fait, dans la CNV, il y a aussi la possibilité de dire, écoute, je pense que là, tu es agacé. Moi, je te sens agacé. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que vraiment, ton ton, en fait, il est un peu... tu parles fort, tu parles vite. Enfin, je crois pas que ça soit le bon moment, en tout cas, pour parler de ça. Et moi, j'ai pas envie qu'on s'agace contre moi. Enfin, tu vois, c'est des choses aussi qu'on peut dire. C'est-à-dire, on peut mettre un stop aussi, hein, parce que ça, c'est aussi très important. Le respect qu'on a pour soi-même, ça va expliquer aussi à l'autre nos limites et ça va pas instaurer justement la montée dans la violence. Parce que après, souvent, j'entends des couples qui me disent, c'est ça, je l'ai beaucoup entendu en médiation, non, mais nous, on est très sanguins. Non, en fait, ça, c'est pas possible. C'est parce que vous avez... En fait, le souci, c'est que c'est en train d'abîmer votre relation. Parce que les mots durs, on les entend. Et comme tu disais, ça nous marque. C'est-à-dire que ça détruit la confiance qu'on a en l'autre. Comment tu veux après être vulnérable, montrer toute ta vulnérabilité, toute ton humanité, tout ce qui ne va pas chez toi, tout ce qui est difficile pour toi, face à une personne qui t'a traité de telle ou telle chose. Tu vois? C'est impossible pour tout le monde. Donc non, vous n'êtes pas sanguin. Là, vous trouvez des excuses parce que ça monte trop vite. Alors même que quand ça monte vite, on peut dire stop. Et c'est un respect pour soi, mais c'est un respect aussi pour le couple. Et puis en plus, à la personne qui reçoit le stop, c'est pas très agréable, mais ça mène une remise en question. Ouais. Exactement. Et puis en plus, ça lui permet lui aussi de dire stop. C'est-à-dire que comme tu l'as fait, bah lui aussi. Alors attention, le stop ne doit pas être encore une fois instrumentalisé dans le sens où moi j'ai pas envie d'en parler donc on n'en parle pas. Non, je sens bien que tu as besoin d'en parler, sauf qu'a priori là ce n'est pas le moment. On remet ça un peu plus tard. Il faut entendre aussi le besoin que l'autre a besoin de parler de quelque chose, bien sûr. mais pas de cette façon-là. La vulnérabilité, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Ouais. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs que j'en parle en podcast. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait un très très bon documentaire sur Netflix. Je ne me rappelle plus de cette personne très connue américaine sur le sujet. Ah oui, si, oui, Courage et ça me parle. vulnérabilité. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais voilà, encore une fois, je vous invite à aller le voir parce qu'il est très très bien. Est-ce que tu aurais peut-être justement des livres ou pourquoi pas des films sur justement la communication pour ceux qui aimeraient, qui n'ont pas forcément des grosses problématiques, mais qui aimeraient justement apprendre à mieux communiquer? Alors là, vraiment, il faut aller voir Marshall Rosenberg. Alors, il est plus de ce monde. Maintenant, c'est Isabelle Padovani qui a été son élève. Mais elle forme plus, enfin vraiment, elle forme les professionnels. Mais voilà, dans tous les cas, si vous mettez ces deux noms sur YouTube ou ailleurs, il y a énormément de contenu gratuit en vidéo et de livres qu'ils ont écrits et qui sont vraiment très, très bien faits. Il y a aussi également Art Mela, que j'aime beaucoup. Elle a fait des BD. Ah, voilà, elle en a fait 3 ou 4, enfin, bon, voilà. Sur notamment les émotions et la communication non violente. D'ailleurs, ça a été une collaboration avec Isabelle Padovani, du coup, sur la communication non violente. Et c'est une BD illustrée, donc très facile à comprendre, avec des exemples précis et tout, vraiment très, voilà, Art Mela, M-E-2-L-A, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, je l'ai à côté, donc tu vois. Des éditions Pour Penser. Moi, je trouve que ce sont des outils hyper intéressants parce qu'en fait, ça peut même parler aux plus jeunes. Alors, aux plus jeunes, pas les enfants, mais les ados sans souci. Après, il y a toujours le livre, évidemment, de Marshall Rosenberg. L'émotion des fenêtres ou bien des... Voilà, c'est ça, exactement. Qui est la Bible de la CNV et où il met beaucoup, beaucoup d'exemples. Et où il parle aussi de lui. Tu vois, on parle de vulnérabilité, mais je crois que c'est important parce que les 3 choses à ne pas oublier en CNV, c'est l'empathie, évidemment. C'est l'authenticité, être authentique avec l'autre.
Et c'est la part de responsabilité. C'est-à-dire, on ne se décharge pas sur l'autre. On a chacun une part de responsabilité. Je dis souvent d'ailleurs, tu vois, à ces femmes qui sont plus actrices dans la médiation, je leur dis souvent, en fait, dans une relation, quelle qu'elle soit, on ne peut mettre que 50%. Vous ne pouvez pas mettre 51%. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est à l'autre de mettre ses 50%. Et s'il décide d'en mettre que 49%, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment, en fait, aussi lâcher prise là-dessus. En disant, en fait, ça ne dépend pas que de moi. Et c'est ça qui est aussi très angoissant, mais c'est le propre de la relation humaine. Parce que sinon, c'est forcer l'autre. Et donc, c'est qu'il n'y a plus consentement. Et ça, c'est un problème parce que c'est vraiment très toxique. Enfin, on rentre dans une relation toxique finalement, même si on est de bonnes intentions, ça ne peut pas fonctionner. Non, c'est sûr qu'il faut que chacun, justement, se responsabilise. On en parle de plus en plus aussi, ça, notamment sur les réseaux sociaux, la responsabilité, pas forcément dans le couple, mais de manière générale, ça commence un peu à arriver aux oreilles du grand public, donc c'est très bien. Écoute, Élodie, on arrive déjà à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message à faire passer? Oui, je pense qu'il faut d'abord, je pense que pour avoir une bonne communication au sein de son couple ou même avec ses enfants, il faut donc déjà, tu vois, tu parles de vulnérabilité, mais c'est ça, je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses propres émotions. Parce qu'en fait, on se rend compte en exprimant nos propres émotions, déjà, ça fait un effet miroir, c'est-à-dire que l'autre va peut-être se reconnaître et lui aussi exprimer ses émotions. Et du coup, on va parler plutôt de nos besoins, tu vois, envers j'ai besoin de. Et il faut vraiment formuler une demande précise, parce que ça aussi, ça revient souvent. Mais tu sais de quoi j'ai besoin, tu sais, en médiation. Mais enfin, tu me connais pas. Peut-être pas, parce qu'on est sans cesse et en constante évolution. Donc, il y a peut-être besoin encore de reformuler. Et je crois que c'est ça. Les gens sont toujours fatigués d'eux, mais ils ne se rendent pas compte que c'est beaucoup moins d'énergie dépensée de formuler son besoin à l'instant T que de encore se disputer, encore avoir des attentes que l'autre découvre, que l'autre devine, que encore avoir des conflits, d'avoir des non-dits. Bref, vaut mieux prendre vraiment du temps pour exprimer les choses. Après, c'est pas magique. Quand on fait une demande, ça ne veut pas dire que l'autre y répondra, mais en fait, on se rend compte que déjà l'exprimer et qu'elle soit entendue, ça soulage immédiatement. Ouais. Même si on ne peut pas la mettre en pratique. Vraiment, se sentir écouté, c'est la base de tout, vraiment. Mais pour ça, il faut vraiment ouvrir son cœur et ne pas avoir peur de se confier à l'autre. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas dans une société où on nous a appris ça. Donc, il y a énormément à déconstruire. Et moi, je leur dis souvent, mais si vous ne le faites pas déjà au sein même de votre couple, au sein même de votre famille, avec qui vous allez le faire? Écoute, Voilà. Élodie, merci beaucoup pour tous ces outils et puis toutes ces connaissances partagées. Je suis sûre que ça va aussi permettre à beaucoup de personnes de retrouver un peu d'espoir dans leurs relations qui sont peut-être dans des phases un petit peu compliquées. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour la suite et une très bonne continuation dans tous tes projets. Et toi aussi dans ce magnifique podcast. Merci beaucoup.